Bonjour. Audit financier et éthique professionnelle. Dans le cadre de la préparation du Master M2 Comptabilité, décembre 2022. Chapitre 1. Présentation générale. Chapitre 2. Planification de l'audit. Chapitre 3. Mise en œuvre du plan d'audit et la collecte des éléments probants. Chapitre 4. Achèvement de la mission d'audit et rapport. Chapitre 5. Les rapports sur des missions relevant des domaines spécialisés. Chapitre 6. Les rapports sur des missions relevant des services connexes. Les débouchés, bien évidemment, pourraient être une direction, chef de mission, un collaborateur, assistance, tenue comptable, saisie, les déclarations, la paie. Chapitre 1. La présentation générale. Le modèle d'audit par les risques. Le processus de production de l'information comptable et financière au sein de l'entreprise dicte à l'auditeur une approche d'audit comprenant essentiellement 4 grandes étapes. Une prise de connaissance générale et la planification. Ensuite, l'évaluation du système de contrôle interne. Puis, la réalisation des tests de validation des comptes. Et la synthèse des conclusions et la rédaction de l'opinion. L'approche par les risques qui privilégie une méthodologie basée sur l'efficience et l'efficacité des travaux d'audit, basée sur l'estimation du risque d'audit auquel se trouve confronté le professionnel, c'est-à-dire le risque pour que l'auditeur exprime une opinion favorable sur des états financiers contenant des erreurs significatives. Le risque d'audit a été défini comme étant le risque qu'un auditeur exprime une opinion non appropriée sur une information comportant des inexactitudes significatives. Pour exposer d'une manière méthodologique l'approche d'audit par les risques, il convient donc de répondre à la question suivante. Quelles sont les situations qui présentent ou qui favorisent l'existence de risques que l'auditeur n'exprime pas une opinion non appropriée sur une information comportant des inexactitudes significatives? Ces situations se présentent comme suit. L'environnement de l'entreprise est propice à l'existence et à la création d'erreurs dans les données comptables et financières. Il s'agit aussi bien de l'environnement interne qu'externe de l'entreprise. C'est l'expression du risque inhérent qui est afférent à l'entreprise. Et le système de contrôle interne et le système comptable ne permettent pas d'empêcher ou de détecter les erreurs ou omissions. C'est le risque de contrôle ou de non-contrôle qui est aussi afférent à l'entreprise. Et l'auditeur met une approche qui ne permet pas de détecter ces erreurs ou que, bien qu'elle les détecte, son interprétation et son jugement de ces erreurs ne sont pas appropriés aux situations rencontrées. C'est le risque de détection ou de non-détection qui lui est afférent à l'auditeur. Donc le risque de détection ou de non-détection est propre à l'auditeur lui-même, à la personne. Le risque d'audit, RA en abréviation, peut donc être défini comme étant une association entre les risques afférents à l'entreprise et les risques afférents à l'auditeur. L'auditeur doit planifier et réaliser la mission de manière à ramener le risque de mission à un niveau suffisamment faible pour être acceptable et compatible avec l'objectif d'une certification. Le cadre conceptuel des normes internationales d'audit définit le risque de mission, appelé le risque d'audit, par ses composantes qui sont comme suit. 1. Le risque que l'information rapportée contient des erreurs significatives,
qui à son tour se compose du risque inhérent, la susceptibilité de l'information à contenir des erreurs significatives, en supposant qu'il n'y a aucun contrôle irrelatif, et risque de contrôle, le risque qu'une erreur significative se produise et ne sera pas empêchée ou détectée et corrigée sur une base opportune par des contrôles internes. Lorsqu'un contrôle est pertinent et approprié pour des informations, un certain risque de contrôle existera toujours en raison des limitations inhérentes à la conception et au fonctionnement du contrôle interne et le risque de détection, le risque que le professionnel ne détectera pas une erreur significative existante. Le risque de mission peut donc être formulé comme RA égale RI fois RNC, le tout fois RND. Donc, autrement dit, le risque d'audit est égal au risque inhérent multiplié par le risque de non-contrôle multiplié par le risque de non-détection. Le risque de mission est fonction du risque d'inexactitude importante dans les états financiers, ou plus simplement, risque d'inexactitude importante, c'est-à-dire le risque que les états financiers contiennent des inexactitudes importantes avant l'audit, et du risque que l'auditeur ne détecte pas ces inexactitudes, risque de non-détection. Le facteur risque inhérent fois le risque de non-contrôle est désigné par risque d'inexactitude significative. L'auditeur se préoccupe des inexactitudes importantes et il n'est pas tenu de détecter les inexactitudes qui ne sont pas importantes par rapport aux états financiers pris dans leur ensemble. Il se demande si les inexactitudes non corrigées qu'il a relevées sont tant isolément que collectivement importantes par rapport aux états financiers pris dans leur ensemble. Étant donné que le niveau du risque de mission est défini par les normes professionnelles d'une manière chiffrée, il est généralement à un niveau inférieur ou égal à 5%, et donc sous forme de constante. Cette relation entre les différentes composantes du risque nous permet de formuler l'équation suivante. Le risque de non-détection est égal au rapport entre le risque d'audit divisé par le risque inhérent fois le risque de non-contrôle. Les étapes préalables à l'acceptation d'une mission. D'après l'alinéa 5 de l'ISA 300, rappelons que ISA c'est International Standard Auditing, l'auditeur doit au début de chaque mission d'audit mettre en œuvre les procédures exigées par la norme ISA 220, contrôle qualité des missions d'audit d'informations financières historiques, relativement au maintien de la relation client et de la mission d'audit. Petit b, évaluer le respect des règles déontologiques, y compris celles relatives à l'indépendance, comme l'exige la norme ISA 220. Petit c, s'entendre avec le client sur les termes et conditions de la mission, comme l'exige la norme ISA 210. Entre guillemets, termes et conditions de la mission d'audit. Le paragraphe A7 précise que ces travaux préliminaires permettent notamment à l'auditeur de s'assurer que dans la mission d'audit à planifier, il conserve l'indépendance et les capacités nécessaires à sa réalisation. L'intégrité de la direction ne soulève pas de questions susceptibles d'amener l'auditeur à ne pas souhaiter le maintien de la mission. Il n'y a pas de malentendu avec le client quant aux termes et conditions de la mission. Le code d'éthique de l'IFAC, l'Institut français de l'audit comptable, avant d'accepter une relation avec un nouveau client, le professionnel comptable libéral doit se demander si cette acceptation serait de nature à créer des menaces concernant la conformité aux principes de base. Parmi les points en rapport avec le client qui, s'ils étaient connus, pourraient menacer la conformité aux principes de base figurent, par exemple, l'implication du client dans des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, la malhonnêteté ou des pratiques de communication financière discutables. L'importance de toutes les menaces doit être évaluée. Si les menaces identifiées
ne sont pas manifestes ou peu significatifs, ne sont manifestement pas peu significatifs, des sauvegardes doivent être envisagées et être le cas échéant appliquées en vue de les éliminer ou de les réduire à un niveau acceptable. Un auditeur pressenti pour une mission doit, préalablement à l'acceptation, s'assurer de son indépendance et de sa compétence pour mener à bien la mission proposée. Il doit en outre s'informer pour être en mesure de avoir une première appréciation sur l'intégrité morale des dirigeants, identifier les circonstances spéciales et les éventuels risques inhabituels, et déterminer sa capacité à appliquer les diligences normales. L'étape finale qui matérialise l'acceptation de la mission par l'auditeur est l'établissement et la signature d'une lettre de mission. En effet, d'après le paragraphe 28 de l'ISQC1, entre guillemets, le cabinet doit définir des politiques et des procédures pour l'acceptation et le maintien de la relation client et des missions ponctuelles, destinées à fournir au cabinet l'assurance raisonnable que ce dernier poursuivra cette relation et conservera la mission que si, a, il a pris en considération l'intégrité du client et n'a pas eu connaissance d'informations qui le conduiraient à considérer que le client manque d'intégrité. Petit b, il considère être compétent pour accomplir la mission et on a les capacités, les disponibilités en temps et les ressources. Et, petit c, il peut se conformer aux règles d'éthique. Le cabinet doit obtenir les informations qu'il considère nécessaires en la circonstance avant d'accepter une mission pour un nouveau client. Quand il décide de conserver la mission ou quand il décide d'accepter une nouvelle mission pour un client existant, lorsque des problèmes ont été identifiés et que le cabinet décide d'accepter ou de conserver une relation client ou une mission ponctuelle, il doit documenter la façon dont les problèmes ont été résolus. D'après le paragraphe 34 de l'ISQC1, entre guillemets, lorsque le cabinet a connaissance d'une information qui l'aurait conduit à décliner la mission, si cette information avait été connue plus tôt, les politiques et les procédures mises en place relatives au maintien de la mission et de la relation client doivent tenir compte, petit a, des obligations professionnelles et légales qui s'appliquent à la situation, y compris l'obligation éventuelle pour le cabinet d'informer là où les personnes qui là où l'ont nommé ou dans certains cas l'autorité de contrôle et, petit b, de la possibilité qui existe de démissionner de la mission ou de mettre fin à la relation client. Revenons à petit a, l'évaluation de l'indépendance. Comme il a été précisé dans la partie éthique de ce cours, la qualité de la prestation de l'auditeur est tributaire des deux attributs fondamentaux, à savoir la compétence et l'indépendance. La compétence est la capacité de l'auditeur à découvrir une anomalie présente dans les états financiers. L'indépendance, c'est son aptitude, sa volonté et la liberté d'esprit qu'il a et qui lui permettent de révéler une anomalie détectée dans les états financiers. L'indépendance est à la base de la profession d'auditeur. L'auditeur doit être et paraître indépendant. L'indépendance a été présentée auparavant dans le cadre de l'étude des règles d'éthique. Nous tenons à souligner ici la nécessité pour l'auditeur, les membres de l'équipe, le cabinet et éventuellement les cabinets du réseau de points à la ligne tirée, identifier les circonstances qui affectent l'indépendance, vérifier ses missions, ses relations familiales et amicales, son portefeuille, ses liens financiers. Deuxième tiré, s'assurer que l'acceptation de la mission ne créera pas des conflits d'intérêts avec d'autres clients du cabinet. Petit b, évaluation de la compétence pour accomplir l'audit. La compétence ainsi présentée
est attesté par les diplômes, consolidé par l'expérience et entretenu par la formation continue, surtout. L'auditeur doit tenir compte dans l'appréciation de sa compétence pour accomplir convenablement ses devoirs. Deux points à la ligne tirée, connaissance des qualités et de l'expérience de l'équipe à affecter à la mission, en ayant à l'esprit le secteur d'activité du client, sa taille, ses attentes. Deuxième tiré, plan de charge du cabinet qui permettrait de respecter les délais requis. Troisième tiré, honoraires de la mission qui, aussi bas soit-il, ne peuvent aucunement justifier une qualité quelconque de la prestation. Les diligences ne doivent pas être adaptées au niveau des honoraires. Et enfin, quatrième tiré, nécessité de faire appel à la consultation externe et ou s'attacher au service de spécialistes pour certains aspects spécifiques ou complexes de la mission. Petit c, appréciation de l'intégrité de la direction. Il s'agit de s'assurer du degré de sérieux des dirigeants. Certaines circonstances peuvent, en effet, amener l'auditeur à décliner toute nomination. En effet, d'après le paragraphe 28 de l'ISQC 1 précité, le cabinet doit prendre en considération l'intégrité du client et doit s'assurer qu'il n'a pas eu connaissance d'informations qui le conduiraient à considérer que le client manque d'intégrité. Les dirigeants non intègres ont tendance à ne pas respecter la réglementation fiscale notamment et agir avec opportunisme en adoptant une politique comptable tendancieuse, manipulation des résultats comptables. Le lien de l'auditeur avec ses dirigeants est de nature à entacher sa crédibilité et celle de la profession. Pour écarter ce risque, l'auditeur peut faire des investigations avec des parties tierces, par exemple, s'entretenir avec son prédécesseur et les conseillers de l'entreprise. Il peut enfin revoir les expériences passées avec le même client. Petite idée. Identification des circonstances spéciales et des risques inhabituels. Il s'agit d'identifier les situations qui exposent l'auditeur à des risques inhabituels, telles que contre-performance de la société pouvant inciter ses dirigeants à s'adonner à des manipulations comptables pour dissimuler la qualité médiocre de leur gestion. Deuxième tiré, démission du précédent auditeur dictée par exemple par un manque de coopération des clients. Troisième tiré, absence d'auditeur depuis plusieurs années, non-paiement d'honoraires. Délai anormalement court pour l'achèvement de l'audit. Cinquième tiré, pratique d'opinion shopping. Cette pratique consiste à changer de cabinet d'audit pour obtenir une opinion plus favorable de la part du nouvel auditeur. Petit c, détermination de la capacité à appliquer les diligences normales. La capacité à appliquer les diligences normales pourrait être altérée par une limitation de l'étendue des travaux. Dès la phase préliminaire de l'audit, l'auditeur est en mesure d'anticiper des difficultés pour l'obtention des éléments probants, par son expérience, s'il s'agit d'un dossier récurrent, ou par le biais des entreprises avec le précédent auditeur et les cadres de l'entité pour une nouvelle relation. Il est à signaler que les diligences d'un auditeur sont qualifiées de normales lorsqu'un confrère opérant dans des conditions similaires aboutit au même résultat d'audit. En d'autres termes, les diligences normales devraient normalement détecter une anomalie significative contenue dans les états financiers. L'objectif à ce stade, après avoir accompli ces 5 premières étapes préalables à l'acceptation, est d'évaluer dans quelle mesure le risque global de la mission lié à la désignation excède le niveau de risque que l'auditeur est prêt à accepter. C'est là donc l'évaluation qui doit se faire pour les clients potentiels, préalablement à l'acceptation d'une mission de premier audit. Cette évaluation étant envisageable pour les nouveaux clients, qu'en est-il des clients anciens? En général, l'évaluation formelle des clients existants est également systématique, notamment lorsqu'il y a des changements dans l'environnement, dans la direction
ou la structure d'actionnariat du client. C'est le cas par exemple lors de changements significatifs dans la nature, le volume ou la structure de l'activité. Apparition de nouvelles exigences légales, réglementaires ou professionnelles susceptibles d'accroître la responsabilité de l'auditeur ou de modifier sensiblement la nature, le calendrier ou l'étendue de l'audit. Un remaniement est intervenu dans la structure du capital, l'actionnariat ou dans l'équipe dirigeante, remettant en cause l'intégrité. Quatrième cas, commencement de difficultés sérieuses qui risquent d'inciter le client à s'adonner à la comptabilité créative. L'auditeur, estimant acceptable le risque global de la mission, n'a qu'à matérialiser son acceptation par l'établissement et la signature de la lettre de mission. Répétons, l'auditeur qui estime que le risque global de la mission est acceptable n'a qu'à matérialiser son acceptation par l'établissement et la signature d'une lettre de mission. Petit f, la lettre de mission. L'ISA 210 stipule, à propos de l'utilité de la lettre de mission, que, entre guillemets, il est dans l'intérêt du client et de l'auditeur qu'une lettre de mission soit préparée, de préférence avant le début de la mission, afin d'éviter tout malentendu sur la mission. La lettre de mission, audit engagement lettre, est un document dans lequel sont consignés les termes et conditions de la mission d'audit convenue. Une fois la phase de préacceptation achevée, l'auditeur confirme son acceptation de la mission à l'entité par écrit en rappelant notamment l'objet de la mission et la responsabilité de la direction concernant la préparation et la présentation des états financiers, l'étendue des travaux d'audit en faisant référence aux normes professionnelles ainsi qu'à la législation et à la réglementation applicable, la forme des rapports à émettre, le risque de non-détection d'anomalies significatives en tâchant les états financiers en raison du recours au sondage ainsi qu'en raison des autres limites inhérentes à l'audit et au système comptable et de contrôle interne. La nécessité d'avoir libre accès aux enregistrements et aux documents comptables et extra-comptables nécessaires dans le cadre de la mission. Les délais à respecter et la nécessité d'obtenir une lettre d'affirmation de la direction et l'accord de cette dernière pour la remettre. Les conditions financières et le cas échéant, la prise en charge par l'entité des frais accessoires de mission, déplacement, hébergement. Et enfin, la demande de confirmation des termes et conditions de la mission. La confirmation du client peut être matérialisée par exemple par la contre-signature de la lettre de mission ou par la délivrance d'un document d'acceptation qui y fait référence. La lettre de mission apparaît ainsi comme une convention synalagmatique entre l'auditeur et son client qui décrit les principaux droits et obligations de chacune des parties. Or, dans une mission d'audit légal, ces droits et obligations se trouvent dans leur majorité fixés par la loi. Cela peut avoir une incidence sur la forme et le contenu de la lettre de mission qui garde toujours son utilité en matière de rappel des termes et conditions de l'audit, tels qu'ils sont prévus par les textes législatifs et réglementaires, les normes professionnelles et l'usage. La lettre de mission est primordiale pour les nouvelles relations. Elle est également indispensable pour les audits récurrents si les circonstances exigent une révision des conditions de la mission et s'il s'avère nécessaire d'en rappeler au client les conditions. Pour les audits conjoints, co-audit, une lettre de mission commune est généralement établie. Celle-ci décrit les responsabilités respectives des cabinets participants. Par ailleurs, et en ce qui concerne l'audit des groupes de sociétés, l'auditeur décide si des lettres de mission distinctes sont nécessaires pour les sous-groupes, filiales, succursales et divisions.
Les facteurs à considérer sont, d'après l'ISA 210, précités de l'IFAC. La responsabilité de la nomination de l'auditeur du sous-groupe, la nécessité de rédiger un rapport d'audit distinct pour le sous-groupe et les obligations légales et l'étendue des travaux accomplis par d'autres auditeurs. En annexe 1, l'ISA 210 révisé. Terme de la mission d'audit. Un exemple de lettre de mission d'audit. La lettre suivante est donnée en illustration pour une mission d'audit d'état financier à caractère général, établie conformément aux normes internationales des informations financières, International Financial Reporting Standards, l'IFRS. Cet exemple peut servir de guide pour l'application des considérations édictées dans cette norme ISA et sera adapté aux exigences et aux circonstances spécifiques, au conseil d'administration ou à un membre approprié de la direction générale. Vous nous avez demandé de procéder à l'audit des états financiers de telle ou telle société, comprenant le bilan arrêté au telle date, ainsi que le compte de résultats, l'état des variations des capitaux propres et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date. Des notes annexes décrivant les politiques comptables majeures suivies et donnant d'autres informations explicatives. Deuxième paragraphe. Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente notre acceptation et notre compréhension de cette mission. Notre audit aura pour objectif d'exprimer une opinion sur les états financiers. Troisième paragraphe. Nous procéderons à l'audit selon les normes internationales d'audit, ISA. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation des états financiers pris dans leur ensemble. Du fait même du recours à la technique des sondages et des autres limites inhérentes à l'audit, ainsi qu'aux limites inhérentes à tout système comptable et de contrôle interne, le risque de non-détection d'une anomalie significative ne peut être éliminé. En procédant à l'évaluation des risques, nous évaluerons le contrôle interne relatif à l'établissement des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Toutefois, nous résumerons dans une lettre à votre attention toutes les déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne concernant l'élaboration de l'information financière que nous serons amenés à relever au cours de notre mission d'audit des états financiers. Nous vous rappelons que l'établissement des états financiers donne une présentation sincère de la situation financière de l'entité, ainsi que du résultat de ces opérations et des flux de trésorerie conformément au référentiel comptable international et de la responsabilité de la direction. Notre rapport d'audit mentionnera cette responsabilité en indiquant qu'elle comporte la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne permettant l'établissement d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs, le choix et l'application de principes comptables appropriés et la détermination d'estimations comptables appropriées en la circonstance. Dans le cadre de notre mission, nous demanderons à la direction de nous confirmer par écrit certaines des déclarations qui nous auront été faites au cours de notre audit et en rapport avec celui-ci. Nous comptons sur l'entière coopération de votre personnel afin qu'il mette à notre disposition
la comptabilité, les documents et autres informations nécessaires à notre mission. Nous pouvons insérer un paragraphe additionnel concernant le montant estimé des honoraires et le mode de facturation. Veuillez signer et nous retourner l'exemplaire ci-joint de cette lettre pour marquer votre accord sur les termes et conditions de notre mission d'audit des états financiers. Bon pour accord, au nom de la société et compagnie, signature, nom et titre. Dans certaines juridictions, les auditeurs peuvent avoir la responsabilité d'émettre un rapport distinct sur le contrôle interne de l'entité. Dans de tels cas, l'auditeur établit un rapport répondant à cette obligation telle qu'elle est définie par cette juridiction. La référence dans le rapport d'audit sur les états financiers au fait que l'évaluation par l'auditeur du contrôle interne de l'entité n'a pas pour but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de ce dernier peut ne pas être appropriée en la circonstance. Nous avons un exemple, exercice numéro 1, un tableau décrivant des situations réelles. Elle utilise le modèle du risque d'audit à des fins de planification, des risques tels que le risque d'audit acceptable qui varie de 5%, 5%, 5%, 5% pour le premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre et quatrième semestre, 1% et 1% le cinquième et le sixième semestre. Le risque inhérent, 100%, 40%, 60%, 20%, 100% et 40% du premier semestre au sixième semestre. Le troisième risque lié au contrôle, 100%, 60%, 40%, 30%, 100% et 100%. Et on nous demande de chercher le risque de non-détection planifié pour les 6 semestres. Question 1, définir et expliquer la signification précise de chaque risque. Donc, qu'est-ce qu'un risque d'audit acceptable? Qu'est-ce qu'un risque inhérent? Qu'est-ce qu'un risque lié au contrôle? Et qu'est-ce qu'un risque de non-détection planifié? Étudier l'effet sur le risque de non-détection planifié des variations des variables suivantes. Une augmentation du risque d'audit acceptable, une réduction du risque lié au contrôle et une réduction du risque inhérent. Rappelons que le risque de non-détection, RND, est le quotient, ou c'est le rapport entre, au numérateur nous avons le risque d'audit, RA, et au dénominateur nous avons le risque inhérent multiplié par le risque lié au contrôle. Donc c'est le RI fois le RC. RI, risque inhérent, fois le risque lié au contrôle, RC. Le risque inhérent est le risque théorique lié à l'activité. On peut aussi le définir comme le risque initial, avant toute mesure entreprise, et lorsqu'aucun contrôle ou tout autre facteur d'atténuation n'a été mis en place. Le risque inhérent correspond au calcul qui provient de l'évaluation d'un risque non traité. Le risque d'audit acceptable. Plus le niveau acceptable du risque de non-détection est élevé, moins le travail de corroboration requis est grand. Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie susceptible de survenir dans une assertion et pouvant présenter un caractère significatif, soit individuellement, soit de manière cumulée avec d'autres anomalies, ne soit ni prévenue, ni détectée et corrigée en temps voulu par le contrôle interne de l'entité. Le risque de non-détection est donc le risque que les contrôles mis en œuvre par le réviseur ne détectent pas les erreurs dans un compte ou un flux de transactions. Ils ont pour conséquence de pouvoir faire émettre au réviseur une opinion inappropriée sur les états financiers. Merci pour votre attention. Au prochain chapitre.